Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sur un champ de bataille. Sans le savoir, vous vous levez, vous vous brossez les dents, buvez un café, consultez les notifications de votre téléphone et repartez pour une nouvelle journée, persuadé que vous n'aurez à affronter que des montagnes d'emails, des décisions routinières et peut-être quelques conversations difficiles. Mais ce que vous ne réalisez pas, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que dès le premier pas hors du lit, vous êtes déjà entré en guerre. Sauf que cette guerre n'a ni sirène, ni char d'assaut, ni soldats en uniforme. Elle est silencieuse, subtile et quotidienne. Elle se déroule en coulisses, dans les bureaux, les salles de réunion, les groupes WhatsApp, entre les compliments, dans le silence qui suit le rejet de votre suggestion. C'est un jeu d'influence, de perception et de pouvoir. Et croyez-moi, même si vous n'avez jamais choisi d'y participer, vous êtes déjà en train de perdre. C'est la guerre que Machiavel envisageait il y a des siècles, lorsqu'il écrivit « L'art de la guerre », un traité qui ne traitait ni d'épée ni de canon, mais du véritable champ de bataille, la politique humaine, la lutte pour l'espace, le prestige et la permanence. Pour lui, la neutralité n'existait pas. Ceux qui ne combattent pas sont dominés. Et si beaucoup se fient aujourd'hui aux belles phrases de Sun Tzu comme à des mantras de sagesse absolue, la vérité est que le monde n'offre pas toujours le luxe de gagner sans combattre. Parfois, le combat est inévitable. Parfois, il a déjà commencé, et on ne s'en rend compte que lorsque la défaite est déjà là. C'est là que tout change, quand vous réalisez enfin que vous êtes encerclé, que le collègue qui sourit trop essaie peut-être de vous couper l'herbe sous le pied, que la décision que vous pensiez collective avait déjà été prise avant même votre arrivée, que la reconnaissance, le mérite, le leadership, tous ces prix invisibles ne sont pas attribués aux plus vertueux, mais aux mieux préparés. Le champ de bataille ne récompense pas l'intention. Il récompense ceux qui savent jouer. Et c'est pour cela que cette vidéo existe. Pour vous montrer ce que personne ne vous a jamais dit. Une guerre fait rage en ce moment, silencieusement, et que vous devez apprendre à jouer. Sinon, vous serez éjecté du plateau. Si ce début vous a interpellé, si ce sentiment d'être désavantagé vous a déjà hanté, alors arrêtez-vous et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche et laissez un j'aime, car ce voyage bouleversera toutes vos croyances en matière de pouvoir, de leadership et d'influence. Et vous réaliserez, dans les minutes qui suivent, que vous ne pouvez plus avancer sans stratégie. Comprenez bien ceci, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Elle est ancienne, structurelle. Depuis l'époque des tribus, des empires et des dynasties, il a toujours existé une hiérarchie invisible, définissant qui gouverne, qui obéit et qui est remplaçable. Sun Tzu a tenté de proposer une voie noble, gagner par l'intelligence, éviter la confrontation, anticiper les mouvements de l'ennemi et minimiser le coût humain. Mais Machiavel voyait le monde différemment. Il n'écrivait pas pour les idéalistes, mais pour les survivants. Ce qu'il voyait, c'était un monde où ceux qui hésitent perdent, où la vertu seule ne peut s'emparer du trône, où ceux qui ne savent pas faire la guerre, au sens le plus élémentaire du terme, seront dévorés, tôt ou tard. Vous êtes-vous déjà senti dépassé par quelqu'un de moins compétent, mais plus éloquent? Avez-vous déjà vu une promotion revenir à celui qui joue le mieux le jeu politique, même si vous avez fait plus de progrès? Avez-vous déjà été réduit au silence par quelqu'un qui semblait inoffensif, mais qui avait des alliés invisibles à des postes clés? Alors, vous avez fait l'expérience directe de la logique machiavélique de la guerre moderne. Et c'est là que beaucoup de gens se sentent frustrés, parce qu'ils croient que le monde est méritocratique, juste et transparent. Mais Machiavel prévient, il ne l'est pas. Et plus tôt vous l'accepterez, plus vous aurez de chances de renverser la situation. Et il ne s'agit pas de devenir froid, calculateur ou cruel. Il ne s'agit pas de devenir corrompu. Il s'agit de voir l'échiquier dans son ensemble, et pas seulement la pièce sur laquelle on se trouve. Il s'agit d'apprendre à se déplacer stratégiquement et consciemment. La plupart des gens croient jouer aux échecs, alors qu'en réalité, ils sont sur un champ de bataille où tout est permis, sauf la naïveté. Alors que vous vous préoccupez d'éthique pure, quelqu'un utilise votre éthique comme une faiblesse. Alors que vous essayez de plaire à tout le monde, quelqu'un noue déjà des alliances pour vous isoler. Et le plus tragique, vous ne vous en rendrez compte que trop tard. Machiavel a écrit « La guerre devrait être le seul métier du prince ». Cette phrase est effrayante,
car elle révèle la romantisation du leadership. Être leader, c'est avant tout se préparer constamment au conflit, à la pénurie et à la trahison. C'est vivre en état d'alerte. Mais, en même temps, c'est savoir jouer ce jeu sans perdre complètement son âme. C'est un équilibre presque impossible, et c'est peut-être pourquoi si peu y parviennent. Regardez maintenant autour de vous. Remarquez comme tout est une guerre déguisée en routine. Le jeu de la vanité au travail. Le théâtre de la sympathie sur les réseaux sociaux. La compétition silencieuse pour l'attention, l'approbation et la domination. Même dans les relations familiales ou amoureuses, le jeu du pouvoir émerge, parfois déguisé en attention. Qui donne le ton? Qui prend les décisions? Qui cède? Qui manipule subtilement? Nous sommes constamment entourés de stratégies, conscientes ou inconscientes. La question n'est pas de savoir si vous voulez y participer, mais combien de temps ferez-vous comme si de rien n'était? C'est là que réside toute la valeur de ce contenu. Il ne vous apprend pas à manipuler ou à dominer les autres, mais plutôt à ouvrir les yeux. Il montre qu'il existe une façon plus lucide de marcher, plus consciente de l'endroit où l'on met les pieds, car tant que vous niez la guerre, elle avance. Tant que vous attendez d'être reconnu, d'autres ont déjà noué des alliances. Tant que vous hésitez, le jeu continue. Et chaque seconde d'innocence coûte du pouvoir, de l'espace et de l'influence. Cette guerre invisible ne se gagne pas par la force brute, mais par la lecture des scénarios, la capacité d'adaptation, le courage d'agir quand les autres se fient. C'est ce que Machiavel appelait la vertu, la capacité de façonner le destin, d'agir avec précision lorsque la fortune, la chance, se présentent. Et la chance n'apparaît qu'à ceux qui sont prêts. La plupart ne le sont pas. Dans les prochains chapitres de cette série, vous comprendrez que le leadership n'est pas un don, mais un accomplissement. Que le trône ne se transmet jamais, il se prend. Que tout le monde n'est pas né pour diriger, car rares sont ceux qui sont prêts à endurer les exigences du leadership. Mais avant d'en arriver là, avant de nous plonger dans les stratégies de Machiavel, les pièges du pouvoir, les masques du leadership moderne, vous devez accepter que vous êtes déjà en guerre, maintenant, à cet instant précis. Et plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous commencerez à gagner. Et gagner, ici, ne signifie pas dominer les autres. Cela signifie ne pas être dominé. Cela signifie reprendre le contrôle de sa vie, de ses choix, de sa présence. Cela signifie dépasser l'automatisme, la naïveté, l'attente passive, et commencer à agir comme quelqu'un qui comprend le jeu et qui joue consciemment. Notre prochaine étape consistera à déconstruire le leader idéalisé, cette image quasi mystique du sage serein, qui gouverne avec harmonie, qui inspire les foules et résout tout par des paroles douces. Car, au fond, cette figure existe rarement. Et souvent, lorsqu'elle apparaît, ce n'est que le masque d'une nature bien plus froide et calculée. Depuis des générations, nous cultivons l'image quasi sacrée d'un leader qui n'élève pas la voix, qui anticipe les actions avec sérénité, qui résout les conflits avec une phrase précise, qui inspire par l'exemple, jamais par la peur. Cette image a été façonnée par les légendes, les films, les livres et, surtout, par la lecture quasi mystique d'ouvrages comme L'Art de la guerre de Sun Tzu. On y trouve des vérités incontestables sur la stratégie, la discipline, la connaissance de l'ennemi et la maîtrise de l'environnement. Mais ce que peu admettent, et encore moins osent dire à voix haute, c'est que cette vision du leadership, bien que belle, est souvent une illusion irréalisable dans le monde réel. Car le champ de bataille offre rarement l'équilibre nécessaire à l'application de ces principes dans la forme pure dans laquelle ils ont été écrits. Le problème n'a jamais été Sun Tzu. Le problème, c'est le piédestal sur lequel ils l'ont placé. Ce général chinois a écrit pour une époque précise, une culture hautement structurée, imprégnée de valeurs ancestrales d'équilibre, d'honneur et de hiérarchie. Son œuvre est sans conteste un joyau de sagesse stratégique. Mais ces dernières décennies ont été marquées par une dangereuse romantisation. Hommes d'affaires, coachs et dirigeants en quête de formules parfaites ont commencé à citer Sun Tzu, comme s'il s'agissait d'un manuel d'étiquette pour gagner sans conflit, comme si le leadership se résumait à savoir attendre, écouter et être bienveillant. Et c'est là l'erreur fatale. Croire que la stratégie peut remplacer le courage, que l'empathie peut tout résoudre, que le silence est toujours synonyme de sagesse, et que si vous êtes suffisamment bon, le monde s'adaptera autour de vous. Ce ne sera pas le cas. La réalité est plus dure, plus chaotique,
plus imprévisible. Et le dirigeant qui espère trouver la sérénité sur les champs de bataille modernes, que ce soit lors d'une réunion d'entreprise ou d'un conflit politique, risque d'être englouti. Car il n'aura pas toujours le temps de réfléchir sereinement. Il ne sera pas toujours possible d'éviter la confrontation. Vous n'aurez pas toujours la possibilité de choisir le champ de bataille. Souvent, il viendra à vous. Et vous devrez agir. Et agir vite. Et parfois agir sans avoir toutes les réponses. Et lorsque ce moment viendra, ce ne sera pas la philosophie qui fera la différence. Ce sera la volonté. Voici la critique silencieuse de Machiavel à l'égard du leader idéalisé. Il n'a pas écrit contre Sun Tzu, mais contre la naïveté, contre l'attachement à des modèles qui ignorent l'imperfection humaine. Il a dit « Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Aussi choquante que puisse être cette déclaration, elle révèle une réalité que beaucoup de dirigeants refusent de voir. Le leadership exige présence, fermeté et maîtrise, et que parfois, être aimé est un luxe que le moment ne permet pas. Sun Tzu croyait que le plus grand leader était celui qui gagnait sans avoir à se battre. Machiavel pensait que se battre, si nécessaire, faisait partie du métier, et que le prince qui ne sait pas utiliser la force est condamné. Peut-être en avez-vous fait l'expérience. Vous avez essayé d'être juste, patient et compréhensif. Vous avez attendu que l'équipe prenne conscience de votre valeur. Vous avez évité la confrontation, privilégié le dialogue et recherché l'harmonie. Mais malgré cela, vous avez été négligé, ignoré, ou pire, trahi. Et puis vient la culpabilité. Le sentiment d'avoir échoué parce que vous n'étiez pas assez stratégique, comme si c'était votre faute de ne pas avoir mieux suivi les conseils de Sun Tzu. Mais et si l'erreur n'était pas la vôtre? Et si l'erreur avait été de faire confiance à un modèle qui, bien que noble, ne s'applique pas à tous les domaines? Et si le leadership que vous admirez était en réalité une construction idéalisée qui ne résiste pas à la pression réelle? Il existe un angle mort dangereux dans cette quête du leader idéal. La croyance qu'il est possible de diriger sans conflit, sans pression, sans perte. Que la connaissance, la patience et l'empathie suffisent. Mais le véritable leadership implique des choix difficiles, de lourds sacrifices, et souvent la nécessité de prendre des positions fermes, même lorsque cela est désagréable. Sun Tzu a écrit pour les commandants sur les champs de bataille physiques. Machiavel a écrit pour les dirigeants sur les champs de bataille politiques. L'un parlait de troupes, l'autre d'alliances, de faux semblants et de manipulation. Et c'est pourquoi, en temps de crise, ceux qui survivent ne sont pas les plus sages, mais les plus adaptables. Ceux qui sont les plus préparés à agir dans l'ombre, à prendre des décisions fondées sur des risques réels et à en assumer les conséquences. Un exemple, prenons Winston Churchill. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a dû prendre des décisions qui ont coûté des milliers de vies. Il savait que certaines villes seraient bombardées, mais il a gardé un silence stratégique pour éviter de révéler que les Alliés avaient déchiffré les codes nazis. Était-ce une décision machiavélique? Certainement. Mais peut-être a-t-elle écourté la guerre. Maintenant, réfléchissez. S'il avait suivi les principes purs de Sun Tzu, aurait-il évité la douleur? Ou aurait-il perdu un temps inutile? Il ne s'agit pas ici de dénigrer Sun Tzu. Il s'agit de comprendre que sa pensée, bien que profonde, est limitée lorsqu'elle est appliquée hors contexte. Il n'enseigne pas comment agir lorsque l'ennemi est au sein de votre propre armée, lorsque le problème ne vient pas de l'ennemi extérieur, mais de vos alliés, lorsqu'il n'y a pas de temps pour des manœuvres élégantes et que la seule solution est une incision chirurgicale. Dans ces moments-là, le leader n'est pas celui qui en sait le plus, mais celui qui ose le plus, et cela fait mal. Parce que cela remet en question nos conceptions romantiques du leadership. Parce que cela nous force à accepter que le meilleur leader n'est peut-être pas celui que tout le monde aime, mais celui qui a le courage de faire ce qui doit être fait. Et c'est là que beaucoup se bloquent. Ils abandonnent, ils se sabotent. Car diriger avec courage exige une carapace émotionnelle que tout le monde n'est pas prêt à développer. Cela exige d'endurer des critiques injustes, de prendre des décisions impopulaires, et parfois d'agir contre son propre cœur. Mais c'est aussi là que naît le véritable leadership. Pas celui que l'on trouve dans les livres, ni celui que l'on trouve dans les discours inspirants, mais celui qui fait la différence, celui qui change les destins, celui qui maintient la stabilité quand tout le reste s'effondre. Et ce leadership ne naît pas de la méditation, il naît de la confrontation, des luttes intérieures et extérieures.
dès l'instant où l'on cesse de chercher à être le leader parfait et que l'on commence à être le leader dont on a besoin. Vous commencez à comprendre que, dans le monde réel, le leader éclairé n'est souvent qu'une ombre bien maquillée, que la plupart des grands dirigeants ont dû faire des choix que personne d'autre ne voulait faire, que derrière le discours calme d'un commandant se cache souvent un tourbillon de calculs, de doutes et de risques, que le leadership ne consiste pas à paraître fort, mais à supporter le poids lorsque tous les autres faiblissent. Et peut-être, à ce stade, commencez-vous à comprendre que la guerre invisible évoquée plus tôt est directement liée à cette idée. Car ceux qui ne croient qu'à la lumière ignorent les ténèbres du jeu, et ceux qui ne voient pas le jeu perdent. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes prêt à ouvrir les yeux, à confronter vos propres idées, à comprendre que pour diriger dans le monde réel, il faut plus que de bons principes. Il faut savoir quand et comment en transgresser certains. Dans le prochain chapitre, nous ouvrirons les portes de la pensée de Machiavel. Nous explorerons qui était cet homme, qui écrivait pour les princes mais s'adressait à tous ceux qui portent le fardeau du pouvoir, le conseiller de l'ombre, la voix de la réalité que beaucoup refusent. Et c'est là que le jeu commence à devenir sérieux. Tandis que le monde s'émerveille des élégantes maximes de Sun Tzu, tandis qu'entreprises, dirigeants et influenceurs citent ces phrases comme des mantras de réussite infaillibles, une présence silencieuse observe tout cela avec suspicion. Un personnage moins célèbre, plus inconfortable, mais absolument essentiel à la compréhension du véritable jeu du pouvoir. Son nom, Nicolas Machiavel. Et c'est maintenant qu'il entre en scène, non pas comme un méchant, mais comme un miroir. Un miroir qui, placé à côté de Sun Tzu, révèle ce que la plupart des lecteurs modernes ne voient pas. Que l'art de la guerre est un traité magnifique, mais incomplet. Et que, dans le monde réel, où les alliances sont fragiles et le chaos règne, se fier uniquement à la noblesse de la stratégie peut s'avérer un piège. Machiavel a aussi écrit sur la guerre. Seule sa guerre était différente, moins idéalisée, plus sordide. Tandis que Sun Tzu décrit le général qui conquiert sans combattre, qui anticipe, qui commande avec sérénité et gagne avec intelligence, Machiavel dépeint le prince qui règne au milieu des trahisons, qui doit savoir feindre, punir, séduire, manipuler et, si nécessaire, détruire. Pour Machiavel, le champ de bataille est constant, même en temps de paix. Et c'est précisément là qu'il diverge de Sun Tzu. Car tandis que le maître chinois propose un idéal élevé de leadership stratégique, le conseiller florentin s'adresse à ceux qui sont plongés dans le jeu sordide du pouvoir. Mais cela ne signifie pas que l'un invalide l'autre. Bien au contraire, Machiavel élargit notre lecture de Sun Tzu. Il nous montre que, pour appliquer avec succès l'art de la guerre, il ne suffit pas de citer des phrases. Il faut comprendre les coulisses où ces phrases gagnent, ou perdent, de la force. Quand Sun Tzu affirme « L'art suprême de la guerre est de vaincre l'ennemi sans combattre », Machiavel demande « Et si l'ennemi le savait aussi ? Et s'il feignait de battre en retraite juste pour vous attirer dans un piège ? Et si, pendant que vous réfléchissez, il agissait ?» Machiavel nous force à replacer les idées de Sun Tzu sur un terrain plus dangereux, celui de l'imprévisibilité humaine. Et il est important de se rappeler que l'art de la guerre a été écrit pour des commandants militaires dans un contexte très spécifique, où la discipline, la hiérarchie et la structure prévalaient. Mais ce que Machiavel a vu et nous a légué, c'est le chaos de la politique, où la loyauté est volatile, où les intentions sont rarement claires et où les apparences comptent autant que l'action. Il a également écrit son propre l'art de la guerre, axé sur les milices et le renforcement de l'État. Mais son véritable héritage réside dans Le Prince, où il révèle les coulisses du leadership. Il y démontre que le pouvoir ne se maintient pas par l'harmonie, mais par la vigilance, le sang-froid et une grande intelligence émotionnelle. Alors, lorsque vous étudiez l'art de la guerre de Sun Tzu, étudiez avec Machiavel à vos côtés, non pas comme un rival, mais comme ce vieux conseiller qui vous dit « Oui, l'idéal est de gagner sans combattre. Mais que faire si ce n'est pas possible ?» Machiavel est la voix qui intervient lorsque le plan A échoue, lorsque l'ennemi frappe là où on l'attend le moins, lorsqu'un allié trahit, lorsque la logique ne parvient pas à expliquer la sauvagerie humaine. Et cette combinaison est puissante, car, au lieu d'utiliser Sun Tzu comme un fantasme de leadership parfait, on commence à considérer l'art de la guerre comme une boussole stratégique, même si celle-ci nécessite des cartes plus sombres pour naviguer sur certains territoires. Par exemple, Sun Tzu affirme que toute guerre repose sur la tromperie.
Machiavel non seulement serait d'accord, mais il préciserait, pour lui, la tromperie n'est pas seulement une tactique, mais une structure qui maintient le pouvoir. Feindre la vertu peut être plus efficace qu'être véritablement vertueux, car les masses jugent avec leurs yeux, et non avec leur cœur. Imaginez appliquer cette lecture à une entreprise, une campagne politique, ou une situation familiale complexe. Si Sun Tzu disait « Connais ton ennemi comme toi-même et tu ne seras pas vaincu », Machiavel ajouterait « Et ne révèle jamais ce que tu sais vraiment ». Voyez-vous la différence? La première enseigne comment gagner. La seconde enseigne comment ne pas être vaincu. Cela est encore plus évident si l'on considère le thème central des deux penseurs, le maintien du pouvoir. Sun Tzu recherche la victoire au moindre coût. Machiavel recherche la permanence au moindre risque. Sun Tzu suggère la stratégie comme moyen d'éviter le combat. Machiavel comme moyen d'assurer la souveraineté. Dans un monde idéal, Sun Tzu suffirait peut-être. Mais Machiavel insiste, le monde réel est loin d'être idéal. Et c'est là que se pose un dilemme auquel tout aspirant leader doit faire face. Est-ce que je cherche à diriger comme je l'envisage ou comme le monde l'exige? Est-ce que je cherche à gagner avec grâce dans un jeu où le joueur corrompu gagne en premier? Est-ce que j'attends trop longtemps l'occasion idéale, la stratégie discrète, alors que le trône est déjà occupé par ceux qui agissent, même avec moins de noblesse? Machiavel ne rejette pas la stratégie raffinée de Sun Tzu, mais il prévient. Elle doit être adaptée au terrain. Un commandant qui ignore le terrain est vaincu. Un prince qui ignore la nature humaine, aussi. Et la nature humaine, comme le décrit Machiavel, est inconstante, ingrate, capricieuse et lâche. Diriger, c'est comprendre cela et l'utiliser. Non pas pour opprimer, mais pour éviter d'être trahi par sa propre innocence. Alors, si vous étudiez l'art de la guerre pour trouver des moyens de diriger, d'influencer ou de vous protéger, vous devez ajuster votre regard. Vous devez apprendre à lire Sun Tzu à travers les yeux de Machiavel. Car les maximes de sagesse ne deviennent efficaces que confrontées à la réalité. Et Machiavel est, avant tout, un chirurgien de la réalité. Dans les sections suivantes, nous allons précisément faire cela. Tirer les leçons clés de l'art de la guerre et les appliquer à une perspective machiavélique. Nous comprendrons par exemple ce que signifie réellement connaître son ennemi, comment choisir le bon champ de bataille quand la vitesse prime sur la force et pourquoi le silence peut être plus mortel que l'attaque. Le jeu a commencé. La guerre n'a jamais été qu'une question d'armes. Et pour la gagner, il faut plus que des slogans. Il faut comprendre ce qu'il cache. Imaginez un général, les yeux fermés devant une carte. Il ne bouge pas. Il ne donne pas d'ordre. Il n'anticipe rien. Il attend simplement que le vent tourne, que les dieux parlent, que les cieux s'alignent. Pendant ce temps, de l'autre côté de la colline, un commandant plus audacieux, moins raffiné peut-être, a déjà commencé à déplacer ses troupes. Il n'attend pas la chance, il agit. Et, même s'il trébuche, il arrive le premier. C'est précisément là que la philosophie de Sun Tzu trouve la limite de la passivité stratégique et que Machiavel nous donne deux clés pour comprendre le véritable jeu du pouvoir, la vertu et la fortune. Pour Machiavel, la vertu n'est pas la vertu au sens moral du terme. Il ne s'agit pas de bonté, de pureté ou de noblesse de caractère. La vertu est une capacité active, courage, ruse, action, interprétation des faits, sang-froid dans la prise de décision. C'est le leader qui, face au chaos, avance, qui crée ses propres opportunités, qui fait pencher le destin en sa faveur. C'est la force intérieure de ceux qui n'attendent pas d'être choisis par le succès, mais qui le recherchent de leurs propres mains. La fortuna, quant à elle, est l'élément chaotique, le hasard, la chance, l'inattendu. Et Machiavel est clair lorsqu'il dit « Ceux qui possèdent la vertu peuvent maîtriser la fortune, du moins pour un temps. » Et pourquoi est-ce important lorsqu'on étudie l'art de la guerre? Parce que Sun Tzu, bien que profondément stratégique, s'appuie trop sur la stabilité du scénario. Il suppose que le général aura le temps, la lucidité et l'espace nécessaires pour connaître l'ennemi, étudier le terrain, attendre le bon moment. Autrement dit, Sun Tzu écrit pour le monde de la prédiction. Machiavel, au contraire, écrit pour le monde de l'urgence, là où l'ennemi peut se déguiser en allié, là où le terrain se déforme sous nos pieds, là où la chance est une bête et doit être domptée avec brutalité.
Sun Tzu a dit « Celui qui se connaît et connaît son ennemi ne sera pas vaincu en 100 batailles ». Une leçon précieuse. Mais Machiavel pose la question « Que se passerait-il si l'ennemi trahissait votre propre armée? S'il changeait de camp avant le début de la bataille? Que se passerait-il si le champ de bataille que vous avez étudié était inondé par la fortune, un facteur extérieur imprévisible qui anéantissait toute votre stratégie? C'est là qu'intervient la vertu, la capacité à faire face à l'imprévu, à improviser avec fermeté, à décider sous le risque, à agir sans aucune garantie. En pratique, cela signifie ceci. L'art de la guerre fonctionne parfaitement dans des environnements de contrôle, des environnements où la discipline est stricte, où le chef exerce une autorité claire, où l'ennemi est extérieur et où les mouvements peuvent être observés à temps. Mais Machiavel nous rappelle que le monde moderne, et même les scénarios politiques et sociaux de son époque, offrent rarement ces conditions. Là, l'ennemi change de visage, le temps presse, la pression est constante, et ceux qui hésitent perdent, même s'ils ont une stratégie parfaite. La vertu est ce qui transforme un stratège en commandant. C'est ce qui permet d'appliquer l'art de la guerre avec une réelle efficacité, et non pas seulement en parole. Car Sun Tzu, aussi brillant soit-il, ne résout pas le dilemme central d'un dirigeant en temps de crise. Agir ou attendre? Machiavel répond « Agir », même si le scénario n'est pas idéal, même s'il y a des risques, même si l'on commet des erreurs, car, au pouvoir, ne pas agir est aussi un choix, et presque toujours fatal. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a étudié le marché pendant des années, créé le plan parfait et optimisé chaque détail du lancement de son produit. Tout était stratégiquement pensé, comme le voulait Sun Tzu. Mais le concurrent, avec la moitié de la préparation, a lancé le premier. Imparfait. Mais il a été le premier. Il a gagné du terrain. Il a conquis le terrain. Le stratège a conservé sa supériorité morale, mais sans le marché. Sun Tzu dirait qu'il a été sage d'attendre le bon moment. Machiavel demanderait « Et à quoi bon la sagesse si l'on ne sait pas prendre le risque ?» Voilà ce qu'est la vertu, la force qui propulse la stratégie dans le monde réel. Le courage d'agir même lorsque le ciel est incertain. La capacité de comprendre que le bon moment est rarement un cadeau, mais presque toujours une création. Et que ceux qui attendent trop longtemps la chance favorable finissent par être écrasés par elle. La métaphore de la fortune employée par Machiavel est révélatrice. Il la décrit comme un fleuve impétueux qui, en débordant, détruit tout autour. Mais les hommes dotés de vertu construisent des digues, détournent le courant, canalisent la force. Ils n'annulent pas la chance, ils la façonnent. Alors que beaucoup prient pour que la chance revienne, le véritable leader se prépare déjà à l'affronter. Et cela change radicalement la lecture de l'art de la guerre. Car désormais, lorsque nous lisons les conseils de Sun Tzu, nous ne devrions pas nous contenter de nous demander « Est-ce logique ?» mais plutôt « Ai-je assez de vertu pour appliquer cela lorsque le chaos surviendra ?» Et il viendra. La guerre décrite par Sun Tzu est faite de pauses, de lectures de scénarios et de mouvements calculés. C'est une guerre rationnelle. Machiavel, quant à lui, évoque un scénario de turbulence permanente, une guerre émotionnelle, politique et symbolique, dans laquelle le leader a besoin, outre de stratégie, de résilience psychologique, de vivacité d'esprit et d'une dose de sang-froid pour prendre des décisions que personne ne souhaite prendre. Cela n'invalide pas Sun Tzu. Au contraire, cela le magnifie, car, lu à travers le prisme machiavélique, il cesse d'être un manuel lointain pour devenir un véritable champ de bataille. Il devient un outil vivant, et non une simple citation sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque Sun Tzu parle de paraître désordonné quand on est organisé, Machiavel ajoute « paraître vertueux, même en agissant durement ». Lorsque Sun Tzu recommande d'attaquer là où l'ennemi est faible, Machiavel nous rappelle « trouver où l'ennemi est vulnérable » en observant comment il souhaite être perçu. C'est un jeu plus subtil, plus psychologique. L'un utilise le terrain, l'autre utilise la nature humaine comme terrain. Et c'est cette fusion que nous souhaitons construire ici, la sagesse stratégique de Sun Tzu, nourrie par le courage pratique de Machiavel. Car l'art de la guerre est une carte brillante, mais vertu est le pilote qui ose suivre la carte, même lorsque la route est en ruine. Et si vous voulez vraiment être leader dans n'importe quel domaine de la vie, vous aurez besoin des deux. Stratégie et action. Calcul et courage. Prévoyance
et improvisation. Sun Tzu vous donne la carte. Machiavel vous apprend à naviguer quand tout dérape. Dans les sections suivantes, nous utiliserons cette perspective combinée pour explorer les enseignements fondamentaux de l'art de la guerre. Nous examinerons ce que signifie réellement connaître son ennemi, comment manipuler le terrain à son avantage, comment gagner sans combattre et quand le combat est la seule issue. Et surtout, nous poserons une question récurrente dans chaque chapitre. Si Sun Tzu avait raison, Machiavel vous laisserait-il survivre à la fin? Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. C'est sans doute l'une des phrases les plus fréquemment répétées de l'art de la guerre. On la retrouve dans les livres de commerce, les discours de motivation, les manuels de leadership et les publications sur les réseaux sociaux. Mais la question que presque personne ne se pose, c'est « Qui est l'ennemi ?» Et plus encore, vous connaissez-vous vraiment? Ou seulement la version que vous aimeriez être? Sun Tzu nous présente la connaissance de soi comme une condition préalable à la victoire. Il part du principe que la plupart des défaites sont dues à l'ignorance. Ne pas savoir qui est en face, et pire encore, ne pas savoir qui est en soi. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Car, pour lui, le problème n'est pas seulement l'ignorance, mais l'auto-illusion. Ce n'est pas que le leader ignore qui il est, c'est qu'il se trompe lui-même. Il crée une version confortable de lui-même, nourrit une image morale et refuse de voir ses propres ombres. Et dans cet espace d'aveuglement intérieur, l'ennemi grandit. Machiavel savait que le pouvoir corrompt, non pas parce qu'il transforme les gens, mais parce qu'il révèle ce qu'ils ont caché. Un leader qui ne comprend pas ses propres pulsions, ses peurs, sa soif de validation, sa faiblesse face à la vanité, devient l'otage du jeu avant même le premier mouvement. Et ce n'est pas théorique, cela arrive tous les jours. Des personnes promues à des postes de direction qui ne supportent pas d'être contredites. Des leaders qui confondent respect et adulation. Des patrons qui projettent sur les autres ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Et ainsi, il se crée des ennemis qui, en réalité, sont le reflet de leur ego irrésolu. Sun Tzu propose « Évaluez-vous comme vous évaluez votre adversaire ». Machiavel dirait « Méfiez-vous de vous-même comme vous vous méfiez des autres ». Et cela exige de la brutalité, du courage, car reconnaître l'ennemi sous un autre uniforme est relativement facile. Mais reconnaître l'ennemi qui porte votre visage, qui parle avec votre voix, qui murmure dans votre fierté, cela exige de la vertu, cette force intérieure que Machiavel prône tant. La force de se regarder sans filtre, sans vanité, sans excuse. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous dirigez une équipe, un projet important, et qu'un de vos subordonnés commence à se démarquer. Ses idées sont bonnes, sa présence grandit. Le groupe commence à l'écouter davantage que vous. Que ressentez-vous? De l'admiration ou de l'inconfort? Reconnaissez-vous un allié talentueux ou commencez-vous inconsciemment à le saboter? Et pourquoi? Parce qu'il représente une menace ou parce qu'il révèle une insécurité que vous n'avez jamais voulu affronter? C'est le genre de questions que Machiavel poserait. Car, dans le jeu du pouvoir, bien des trahisons ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elles naissent de la vanité, sont alimentées par l'orgueil et justifiées par la raison. Et avant même de s'en rendre compte, elles disparaissent. Vous avez brûlé un pont, vous vous êtes aliéné un loyal, vous avez créé un conflit inutile. Tout cela parce que vous n'avez pas reconnu le véritable ennemi, votre propre reflet non résolu. Sun Tzu avait raison, la connaissance de soi est une arme. Mais Machiavel ajoute, c'est aussi un bouclier. Car en connaissant ses faiblesses, on cesse d'être manipulable. En sachant où l'on est vulnérable, on se protège. En acceptant ses pulsions dangereuses, on les contrôle, au lieu de se laisser contrôler par elles. Et cette conscience est ce qui distingue le stratège naïf du leader lucide. Un autre point crucial ici est la compréhension de l'autre. Sun Tzu insiste, connais ton ennemi. Mais dans le monde d'aujourd'hui, l'ennemi se présente rarement comme tel. Il sourit, il félicite, il collabore, il s'approche. Et c'est pourquoi Machiavel prévient. Les hommes doivent être vaincus ou éliminés. Trop fort? Peut-être. Mais il ne parle pas de violence littérale. Il parle de lucidité relationnelle. Qu'il y a des moments où l'ambiguïté est coûteuse. Garder près de soi quelqu'un dont on sait qu'il sape son autorité,
c'est permettre à l'ennemi de grandir entre ses murs. À ce stade, la différence entre Sun Tzu et Machiavel est claire. Tandis que le premier recherche la victoire avec élégance, le second recherche la survie avec pragmatisme. Sun Tzu dit « Évitez le conflit si possible ». Machiavel répond « Évitez l'hésitation, car elle tue plus que la guerre ». Vous l'avez vu, un leader qui tarde à agir face à quelqu'un qui sape l'équipe de l'intérieur, qui préfère donner une seconde chance, même lorsque le mal est déjà fait, qui croit qu'avec le temps, tout s'arrangera, tandis que la loyauté se dissipe, l'influence se perd et le trône se vide. Sun Tzu parlait de patience stratégique. Machiavel la qualifiait de faiblesse, déguisée en prudence. Nous en arrivons ainsi au point le plus important de ce chapitre. Connaître l'ennemi exige d'abord de détruire ses illusions, car tout dirigeant est, avant tout, humain. Et chaque être humain porte en lui des saboteurs. La peur, la vanité, le besoin, l'orgueil, le désir de contrôle, l'insécurité. Ignorés, ces éléments deviennent des ennemis, actifs, infiltrés, reconnus, ils deviennent des alliés stratégiques. Car ceux qui se maîtrisent, maîtrisent tous les champs de bataille. Et alors, oui, le conseil de Sun Tzu devient applicable. Car désormais, non seulement vous connaissez l'ennemi extérieur, mais vous avez neutralisé l'ennemi intérieur. Vous observez sans projeter, vous évaluez sans vous saboter, vous lisez les signaux de l'autre sans filtrer vos propres désirs. Vous êtes devenu un commandant à la vision claire. Et à ce stade, les 100 batailles dont parle Sun Tzu cessent d'être risquées. Parce que vous commencez à voir là où les autres ne font que réagir. Et Machiavel, il serait là, en coulisses, peut-être pas souriant, car il n'était pas du genre à sourire facilement, mais hochant la tête, silencieusement. Car il sait qu'en se conquérant soi-même, on a fait le premier pas pour devenir plus qu'un simple lecteur de l'art de la guerre. On est devenu quelqu'un capable de l'appliquer. Et ça, c'est rare. Dans le prochain chapitre, nous quitterons l'esprit pour entrer sur le champ de bataille. Nous parlerons du terrain, non pas physique, mais symbolique. L'espace où l'on choisit de combattre, ou où l'on est contraint de combattre. Car, comme l'enseigne Sun Tzu, qui maîtrise le terrain, maîtrise la guerre. Et Machiavel d'ajouter, mais le terrain change, et celui qui ne s'adapte pas, tombe. Sun Tzu a consacré un chapitre entier à ce qu'il appelait les 9 variétés de terrain. Pour lui, le champ de bataille détermine non seulement les chances de victoire, mais aussi le comportement du chef, le type de mouvement à adopter et, surtout, le moment opportun pour reculer et avancer. Cette métaphore du terrain va bien au-delà de la géographie. Elle renvoie à la lecture du contexte par le commandant, à sa sensibilité stratégique et à son adaptabilité. Mais que se passe-t-il lorsque le terrain est impraticable? Ou pire, lorsqu'il change en pleine guerre? C'est là qu'intervient Machiavel. Et lorsqu'il intervient, ce qui était autrefois un paysage devient un piège. Pour Sun Tzu, un chef sage choisit son champ de bataille avec précision. Il évite les confrontations en terrain défavorable, guide l'ennemi vers des régions avantageuses et utilise l'environnement comme une arme invisible. Une armée en hauteur a un avantage. Une armée acculée combat avec plus de désespoir. Un général qui comprend cela gagne sans recourir à la force brute. Cette logique est logique. Mais Machiavel, toujours méfiant envers la stabilité, se demande « Et si le terrain vous était imposé? Et si l'ennemi choisissait pour vous? Et si le temps était trop court pour analyser ?» Car, en politique et au pouvoir, on combat rarement là où on veut. Presque toujours, on combat là où on est acculé. Et cela change tout. Car, pour Machiavel, le véritable leader n'est pas celui qui domine le terrain idéal, mais celui qui s'adapte à n'importe quel terrain, qui lit l'environnement en temps réel, qui improvise, qui se transforme de la pierre à l'eau, du fer à la brume, si nécessaire. Il sait que le terrain peut être un piège déguisé en opportunité. Un compliment public peut être une embuscade embarrassante. Une proposition d'alliance peut cacher une épreuve de soumission. Une occasion de se faire connaître peut n'être qu'un moyen de se mettre sous le feu des critiques. Et si vous ne savez pas lire les signes, vous serez abattu avant même de réaliser que la guerre a commencé. Sun Tzu disait « Ne combattez pas en terrain défavorable ». Machiavel disait « Parfois, vous n'avez pas le choix. Alors, combattez comme si vous n'aviez rien à perdre ». Cette différence est subtile mais profonde. Car si Sun Tzu recherche la bataille parfaite, Machiavel accepte l'imperfection du monde.
et il prépare le dirigeant à agir même en situation de désavantage, même avec peu d'alliés, même sans ressources idéales. Il enseigne comment jouer politiquement avec les miettes de l'échiquier, et quand même gagner. Prenons un exemple moderne. Un professionnel s'apprête à assumer un rôle de leader. Il étudie l'équipe, comprend ses forces et ses faiblesses, et élabore des stratégies. Tout est prêt. Mais en prenant les rênes, il découvre que l'équipe est sabotée, que la confiance est inexistante, et qu'un groupe silencieux tente de le faire tomber depuis le premier jour. Ce qui aurait dû être un terrain fertile est devenu un marécage. Et alors, Sun Tzu ou Machiavel? Sun Tzu, avec sa logique rationnelle, suggérerait de comprendre la situation, de renforcer les alliances, de connaître l'ennemi et de frapper au bon moment. Mais Machiavel dirait « étouffer le problème dans l'œuf ». Identifiez les saboteurs, neutralisez-les, renforcez votre présence et, si nécessaire, utilisez la peur comme une alliée temporaire, jusqu'à ce que vous repreniez le contrôle. Il sait que le terrain n'est pas neutre. L'environnement véhicule des intentions. Et partout où règne le pouvoir, il y a une lutte silencieuse. Machiavel nous montre aussi que le terrain le plus dangereux est parfois intérieur, mental, émotionnel. Dirigé avec le doute, la peur, le besoin d'acceptation, c'est se battre sur un terrain instable. Sun Tzu enseigne qu'un commandant ne doit pas être ébranlé. Mais Machiavel approfondit ce point. Le prince ne peut paraître ébranlé, même désespéré, car le terrain le plus instable est celui de la perception. Et dans le domaine de la perception, gagner ne consiste pas à être fort, mais à paraître. Et cela s'applique à tous les champs de bataille, corporatif, social, politique et familial. Parfois, vous serez contraint de prendre position sur un terrain où tout le monde est contre vous, où votre voix est la seule voix discordante, où tout semble s'effondrer. Et l'erreur, à ce moment-là, est d'attendre que le terrain change. Il ne changera pas. Ce qui change, c'est votre position. Ici émerge un concept machiavélique profond, celui de la manipulation du terrain par l'image. Si je ne peux contrôler le terrain, je contrôle ce que les autres en voient. Je transforme la faiblesse en récit de résistance. Je transforme l'isolement en concentration. Je transforme le silence en menace voilée. Machiavel nous apprend à transformer un terrain hostile en une scène d'autorité, même si, intérieurement, nous négocions chaque centimètre carré de survie. Sun Tzu ne s'intéresse pas à ce genre de lecture, car il écrivait à une époque différente, pour un autre type de guerre. Mais lorsque nous lisons son œuvre à la lumière de Machiavel, elle prend un nouveau souffle. Les 9 variétés de terrain deviennent également 9 états de perception, d'influence et de positionnement politique. C'est pourquoi le dirigeant moderne, qui évolue dans des contextes instables, a besoin de plus que de stratégie. Il a besoin de flexibilité. Il doit comprendre que le terrain évolue, et évolue avec lui. Mais attention, le danger est réel. L'obsession du contrôle. Le leader qui veut tout manipuler, dominer chaque environnement, prédire chaque mouvement, finit par suffoquer d'anxiété. Machiavel offre alors un autre conseil silencieux. Faites tout ce qui est nécessaire, mais acceptez qu'une partie du jeu est entre les mains de la fortune. Et nous revenons au point précédent. Sans vertu, vous serez emporté. Sans action, vous serez dépassé. Sans analyse du terrain, vous serez pris en embuscade. Mais sans résilience, même en cas de victoire, vous vous briserez en chemin. Le terrain est donc bien plus qu'un simple sol. C'est un décor, c'est un jeu politique, c'est un environnement émotionnel, c'est l'espace où vous évoluez, la façon dont les autres vous perçoivent, le climat qui se développe autour de vous. Et, à ce titre, il doit être analysé non seulement avec intelligence, mais aussi avec instinct. Sun Tzu vous donne la carte du terrain. Machiavel vous apprend à l'explorer avec une armure émotionnelle. L'une vous montre la route, l'autre vous prépare aux imprévus. Et c'est dans cet équilibre que naît le véritable commandant. Celui qui non seulement choisit où combattre, mais transforme chaque endroit où il pose les pieds en territoire de pouvoir. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'un des conseils les plus populaires et les plus mal compris de Sun Tzu. Vaincre sans combattre est la compétence suprême. Mais est-ce vrai dans le monde réel, ou s'agit-il d'un piège d'idéalisme mal interprété? Machiavel a une réponse, et elle pourrait vous mettre mal à l'aise. L'art suprême de la guerre est de gagner sans combattre. Cette phrase, peut-être la plus célèbre de l'art de la guerre, est citée avec révérence. Elle sonne noble,
élégante, presque spirituelle. C'est comme si Sun Tzu, en la prononçant, disait « Si vous êtes vraiment sage, vous n'avez pas besoin de lever l'épée. » Le problème est que, hors des pages du livre et du confort de la salle de classe, cette idée est devenue un piège dangereux, une illusion, un poison pour les dirigeants qui croient pouvoir gagner le respect, le pouvoir et la permanence uniquement grâce à l'intelligence émotionnelle et à des stratégies raffinées. Car le monde réel, comme Machiavel l'avait prévenu, ne récompense pas l'intention. Il récompense les résultats. Et souvent, les résultats exigent des efforts. Sun Tzu a écrit cette phrase dans un contexte très particulier, des guerres longues et coûteuses, où chaque bataille épuisait l'empire, épuisait les soldats et ruinait les caisses. Gagner sans combattre était un moyen de préserver les forces, de préserver le moral et de déstabiliser l'ennemi sans le détruire. Il parlait de diplomatie, de dissuasion, d'espionnage et de manipulation stratégique. En substance, il proposait de vaincre l'ennemi avant la confrontation, grâce à la supériorité tactique, à l'anticipation et au contrôle psychologique. Mais qu'est devenue cette phrase aujourd'hui? Un mantra de passivité déguisé en sagesse. Nombreux sont ceux qui la répètent pour justifier l'inaction, pour éviter les conflits nécessaires, pour éviter les conversations difficiles, pour déguiser la peur de la confrontation en maturité émotionnelle. Et c'est précisément à ce moment-là que Machiavel entre en scène, comme un rappel à la réalité. Il disait « Si vous évitez le combat par principe, quelqu'un de moins scrupuleux se battra pour vous et prendra ce qui vous appartient. Parce qu'il y a des moments où la guerre est inévitable. Et dans ces moments-là, croire que la victoire est possible sans combat n'est pas une sagesse, c'est un suicide politique. » Machiavel ne s'oppose pas au recours au renseignement, à la manipulation stratégique ou à la diplomatie, mais il comprend que la force est souvent nécessaire, non pas comme une première option, mais comme une option incontournable. Il n'idéalise pas le conflit, mais reconnaît que le pouvoir se maintient, en partie, par la capacité d'agir directement, durement et rapidement. Imaginez le dirigeant d'une organisation constamment mis au défi par les membres de sa propre équipe. Il évite la confrontation directe. Il tente de tout résoudre par la réunion, l'écoute active et l'ouverture. Il croit qu'avec le temps, la conscience collective l'emportera. Mais le groupe adverse grandit. Il noue des alliances. Il sape son autorité de l'intérieur. Le dirigeant, prisonnier de l'idéal de gagner sans combattre, ne réagit pas à temps. Lorsqu'il décide d'agir, il est déjà perdu. Le terrain est gagné, la confiance est diluée et le contrôle a disparu. Sun Tzu nous enseigne à vaincre par l'anticipation. Mais cela exige de l'action. Il ne s'agit pas d'attendre. Il s'agit d'agir en premier. Il s'agit d'influencer l'ennemi, d'isoler ses soutiens, d'épuiser ses alternatives. Il s'agit de gagner par l'action invisible. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que gagner sans combattre revient à ne rien faire. Mais gagner sans combattre, dans l'essence même de Sun Tzu, c'est tout faire avant le début du combat. Cela requiert une vertu que Machiavel appellerait l'audace silencieuse. Agir en coulisses avec précision, intensité et vision. Et que se passe-t-il quand cela échoue? Quand l'ennemi s'en rend compte, résiste, contre-attaque, Machiavel n'hésite pas. Combattez. Si la manipulation échoue, employez la force. Si la dissuasion ne suffit pas, faites preuve de puissance, non par cruauté, mais par instinct de survie. Il comprenait qu'il y a des moments où la guerre n'est pas un choix, mais une réponse. Un exemple historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la stratégie alliée consistait à tromper les nazis avec de fausses informations, une application classique de Sun Tzu. Mais il arriva un moment où la tromperie ne suffisait plus. Le débarquement en Normandie fut une décision simple. Un combat ouvert. Des milliers de personnes périrent. Mais la guerre prit cette tournure. Machiavel applaudit la manœuvre de tromperie. Mais il soutint également l'attaque lorsque cela s'avéra nécessaire. Car, pour lui, la plus grande erreur d'un chef est de ne pas agir lorsque le moment exige la fermeté. Dans le monde des affaires, on observe ce phénomène également. Des startups attendent trop longtemps avant de se lancer. Des entrepreneurs évitent de dénoncer des concurrents déloyaux. Des professionnels tolèrent le manque de respect au nom de la paix organisationnelle. Dans chaque cas, on tente d'appliquer Sun Tzu de manière déformée, comme s'il s'agissait d'un bouclier contre la confrontation. Mais Machiavel nous le rappelle, l'ennemi que vous tolérez aujourd'hui peut devenir le bourreau qui vous détruira demain.
La question que vous devez donc vous poser n'est pas « Comment puis-je gagner sans me battre ?», mais plutôt « Suis-je prêt à agir si les combats deviennent inévitables ?» Sun Tzu vous donne la boussole. Machiavel vous donne l'armure. Et il y a un point encore plus délicat ici, l'image publique du leader. Gagner sans combattre peut être utile, mais parfois, les gens ou l'équipe ont besoin de voir le leader se battre. Ils ont besoin de sentir qu'il défend l'essentiel, qu'il réagit, qu'il s'affirme, car l'absence constante de confrontation engendre aussi la méfiance. Une peur excessive du conflit véhicule une image de faiblesse, et la faiblesse attire les prédateurs. Machiavel a dit « Mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Et cela s'applique lorsque la douceur est interprétée à tort comme de la permissivité. Cela ne signifie pas devenir un tyran. Il s'agit de savoir quand être doux et quand être ferme. Sun Tzu parlait de flexibilité. Machiavel parle de domination. Tous deux recherchent la victoire. Mais l'un croit que la guerre peut être évitée. L'autre affirme que si elle survient, il faut être prêt. Et c'est peut-être là la fusion la plus puissante entre les deux. Utiliser Sun Tzu comme boussole éthique et stratégique, et Machiavel comme code de survie lorsque tout va mal. Ensemble, ils forment le leader parfait, celui qui observe avec sagesse, mais agit aussi avec force, celui qui préfère gagner sans combattre, mais qui sait se battre comme personne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en espérant seulement des citations inspirantes et des réflexions philosophiques, vous commencez peut-être à comprendre le véritable but de ce voyage. Il ne s'agit pas de vous réconforter, mais de vous préparer, car le monde que vous dirigez, ou aspirez à diriger, ne vous accordera pas de répit simplement parce que vous connaissez les bonnes phrases. Il mettra vos actions à l'épreuve lorsque le plan A échouera. Et à ce moment-là, aucune formule ne pourra vous sauver. Dans le chapitre suivant, nous explorerons un autre point central de l'art de la guerre, la tromperie. Sun Tzu disait que toute guerre repose sur la tromperie. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Jusqu'où se situe la limite éthique de la manipulation? Machiavel n'a pas seulement une opinion, il a un manuel pour cela. Toute guerre est basée sur la tromperie. Sun Tzu n'écrit pas cela comme une métaphore. Il n'enrobe pas les choses. Il ne les présente pas comme une possibilité. Il les affirme comme une règle. Ce faisant, il démantèle la vision romantique de la guerre comme un duel loyal entre deux adversaires nobles et bien intentionnés. Le champ de bataille n'est pas juste, il ne l'a jamais été, et la vérité seule est une épée émoussée. Quiconque part en guerre en révélant tout perd d'avance. Et il ne s'agit pas seulement de guerre armée. Il s'agit de la guerre invisible qui se déroule chaque jour, dans les négociations, les réunions, les relations politiques, les conflits internes, les cercles de pouvoir, et, surtout, dans sa propre image publique. Sun Tzu enseigne « Quand on est proche, fais semblant d'être loin. Quand on est loin, fais semblant d'être proche. » Il enseigne comment semer la confusion chez l'ennemi, manipuler la perception, gagner non par la force, mais en contrôlant ce que l'autre croit voir. Le but est simple, déstabiliser, rompre le rythme, obliger l'ennemi à se battre intérieurement. Et ici, Machiavel sourit, car c'est son terrain de prédilection. Pour Machiavel, l'apparence compte toujours plus que la vérité. Il écrit sans détour. Tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu ressentent ce que vous êtes vraiment. Et c'est précisément pourquoi il prône l'importance de paraître juste, honnête et bienveillant, même en agissant avec une froideur stratégique. Non par mensonge facile, mais par instinct de survie, car il savait que l'on juge sur les apparences, que les alliés sont attirés par les images, que les rivaux attaquent lorsqu'ils sentent une faiblesse, et que ceux qui en révèlent trop seront, tôt ou tard, utilisés contre eux-mêmes. Prenons un exemple concret. Imaginez un homme politique qui, par honnêteté, décide de révéler toutes les incertitudes de son plan. Il admet ses limites. Il explique ses doutes. Le public interprète cela comme de l'insécurité. Un rival se présente alors comme confiant, avec des solutions simples, des déclarations fortes et une image impénétrable. Que se passe-t-il? Le plus honnête perd. Car la vérité n'a pas de charisme. La tromperie, oui. Cela se produit tous les jours, lors des élections, en affaires, dans les coulisses des médias. La vérité exige de la maturité pour être comprise. La tromperie exige seulement de savoir ce que l'autre veut entendre. Sun Tzu parlait de tromper l'ennemi. Machiavel, de tromper le peuple, de dominer la perception.
de construire une image. Pour Sun Tzu, la tromperie était tactique. Pour Machiavel, elle était structurelle. Et le plus troublant, c'est que tous deux avaient raison, dans des contextes différents mais complémentaires. Sun Tzu disait « Proposez un appât à l'ennemi ». Machiavel dirait « Offrez ce que les masses veulent voir et cachez ce qu'elles ne sont pas prêtes à comprendre ». L'un parle de manipuler l'adversaire, l'autre de manipuler l'environnement. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dire la vérité ne suffit pas. Agir avec pureté, sans se soucier de la perception que l'on aura de vous, est irresponsable. Trop de transparence, surtout à des postes de direction, peut non seulement vous affaiblir, mais aussi miner la confiance que les autres vous portent. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Beaucoup préfèrent suivre des leaders sûrs d'eux, plutôt que des leaders totalement sincères. Car la sécurité perçue engendre la stabilité émotionnelle. Et la transparence, mal gérée, engendre l'anxiété. Cela ne signifie pas mentir. Mais cela implique une communication stratégique. La vérité doit être mesurée, soignée, conduite. En période d'incertitude, un leader qui énonce des vérités brutales et sans direction sème la panique. Ce qui structure la perception, même en omettant des éléments de la réalité, génère clarté et contrôle. C'est l'éthique machiavélique. La vérité compte-t-elle? Oui. Mais ce qui compte le plus, c'est l'effet qu'elle produit. Sun Tzu le savait lorsqu'il écrivait sur les faux pas, les signes de faiblesse délibérés et les tactiques visant à distraire l'ennemi. Il comprenait que la guerre était un jeu de miroir, que gagner ne se résume pas à dire la vérité, mais à être convaincant. Et Machiavel étend ce principe à toutes les sphères du pouvoir. Pour lui, le leadership repose sur une architecture symbolique. Et détruire cette architecture, au nom d'une honnêteté brutale, revient à brûler sa propre forteresse pour prouver qu'on n'a aucun secret. Vous avez probablement déjà vécu cela à une plus petite échelle. Lors d'une conversation difficile, vous en avez révélé plus que vous n'auriez dû. Vous avez fait trop confiance. Vous avez exposé vos vulnérabilités dans l'espoir de créer un lien. Mais au final, vous avez été incompris, affaibli, voire trahi. Non pas parce que votre vérité était fausse, mais parce que l'autre n'était pas assez mature pour la recevoir. Et puis, vous apprenez en pratique ce que Machiavel a écrit. Les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains. Ce qui paraît compte plus que ce qui est. Et cela exige un changement profond dans votre façon de communiquer. Il ne s'agit pas de manipuler les autres comme des marionnettes. Il s'agit de comprendre ce qu'ils sont prêts à entendre. Il s'agit d'évaluer chaque révélation, non pas en fonction de votre besoin de transparence, mais en fonction de son impact stratégique. Car sur le champ de bataille du leadership, le silence est souvent plus efficace que la parole. L'ambiguïté est plus puissante que la clarté. L'omission est plus prudente que l'exposition. Sun Tzu disait « Laissez l'ennemi dans l'incertitude ». Machiavel ajouterait « Laissez tout le monde dans l'incertitude, y compris vos alliés ». Et cela nous amène à l'un des aspects les plus dangereux du pouvoir, la solitude stratégique. Le leader qui révèle tout perd l'avantage, mais celui qui cache tout perd la confiance. L'équilibre réside dans la maîtrise de l'art de la tromperie, avec détermination. Tromper pour protéger, pour préserver, pour préparer, jamais pour détruire. Jamais par vanité. Telle est la frontière ténue entre la manipulation malveillante et le leadership visionnaire. Vous voulez un exemple? Voyez comment les grands dirigeants communiquent dans les crises. Ils ne disent pas « Nous sommes au bord de l'effondrement ». Ils disent « Nous sommes confrontés à des défis, mais nous avons un plan. Le fond peut être le même. La forme change tout. » Ils omettent une partie de la vérité, non par lâcheté, mais par stratégie, parce qu'ils savent que la perception est le véritable terrain de la guerre moderne. Et à cet égard, quiconque s'obstine à être brutalement honnête, sans contrôle émotionnel, creuse sa propre tombe. La vérité, sans stratégie, est un coup auto-infligé. La tromperie, avec un but précis, est un pont vers le pouvoir. Sun Tzu a initié ce raisonnement. Machiavel l'a conclu. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un domaine encore plus délicat, le commandement et le contrôle. Nous discuterons de la différence entre être aimé et être craint, et pourquoi souvent un dirigeant qui ne recherche que l'admiration devient l'otage de son propre charisme. Machiavel avait mis en garde. Sun Tzu a donné des indices.
Il est temps d'aborder ce sujet en détail. Tout le monde aspire à être aimé, et il en va de même pour les dirigeants. En fait, c'est peut-être même plus intense, le désir d'être admiré, d'inspirer, de susciter une loyauté sincère. Tout cela fait partie de l'image du bon dirigeant. Et Sun Tzu semblait le confirmer. Il voyait le commandant comme une personne respectée, équilibrée et admirée par les soldats. Dans ses écrits, le général idéal commande par sa confiance, sa sagesse et sa prévisibilité. Mais voici l'une des vérités les plus dérangeantes de la pensée de Machiavel. Mieux vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette affirmation persiste depuis des siècles et constitue une épine dans le pied du leadership moderne. Elle est dérangeante car elle démantèle l'image idéalisée du leader, perçu comme une personne essentiellement inspirante. Mais elle a survécu et continue d'être étudiée, car elle véhicule une vérité que peu ont le courage d'accepter. L'amour est volage. La peur est efficace. Remettons cela en contexte. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu conseille au commandant de maintenir la cohésion, la discipline et la loyauté de ses troupes. Ce leadership s'acquiert par le respect mutuel et la clarté du commandement. Il affirme qu'une armée qui fait confiance à son général gagne, même en infériorité numérique. Et il a raison. Mais il admet aussi que la punition doit être appliquée sévèrement, qu'un commandant qui ne punit pas perd le contrôle. Et c'est là que les deux idées convergent. Sun Tzu reconnaît la nécessité de la dureté, même sans la prôner. Machiavel la place au centre, car Machiavel vivait de l'autre côté, le côté de la politique instable, de la trahison interne, des alliés qui changent de camp au moindre signe de faiblesse. Il savait que la loyauté fondée uniquement sur l'affection était un château de sable, magnifique, mais fragile. Le peuple aime tant qu'il est satisfait. Les soldats suivent tant qu'ils sont motivés. Les alliés restent tant qu'ils ont quelque chose à gagner. Quand les choses changent, l'amour disparaît. La peur, elle, ne disparaît pas. Et ici, il nous faut faire une distinction essentielle. La peur n'est pas la terreur. Machiavel ne parle pas de tyrannie incontrôlée. Il ne prône ni les abus, ni la cruauté irrationnelle, ni la violence gratuite. Ce qu'il propose, c'est l'exercice conscient de l'autorité, la construction d'une présence si ferme, si incontestable, que personne n'ose la contester sans y réfléchir à deux fois. Le leader qui impose le respect par son regard, son ton, sa constance, qui n'a pas besoin de crier pour être obéi, qui n'a pas besoin de plaire pour être suivi. Vous l'avez déjà vu. Vous avez travaillé avec quelqu'un comme ça. Vous avez eu un professeur, un manager, un dirigeant politique que vous respectiez profondément, même sans les aimer. Quelqu'un qui imposait l'obéissance, non pas par son charisme, mais par sa fiabilité, ferme, même lorsqu'il était dur. Et par conséquent, personne ne le contestait inutilement. C'est le genre d'autorité que Machiavel considère comme précieuse et qui, malheureusement, est de plus en plus souvent remplacée par des dirigeants qui veulent plaire à tout le monde et qui finissent par ne diriger personne. Nous vivons à une époque où de nombreux dirigeants craignent de déplaire, où le baromètre du leadership est devenu l'acceptation publique. J'aime, applaudissements et acclamations. Mais le véritable pouvoir ne réside pas là. Il réside dans la capacité à dire non quand tout le monde veut entendre oui. Il réside dans la fermeté de licencier quelqu'un qui nuit au groupe, même si cette personne est populaire. Il réside dans le courage de prendre position, même au risque d'être détesté pendant un temps. Car, à long terme, la véritable autorité engendre la sécurité. Et la sécurité engendre la véritable confiance. Sun Tzu comprenait l'importance de l'ordre. Il déclarait « Si les ordres ne sont pas clairs, c'est la faute du commandant. » Et il ajoutait « S'ils sont clairs mais ne sont pas respectés, c'est la faute des soldats et ils doivent être punis. » Ce n'est pas différent de ce que dit Machiavel. La différence réside dans le ton. Sun Tzu adoucit. Machiavel est clair. Mais le principe est le même. Un chef qui manque d'autorité perd le contrôle. Et c'est le contrôle qui détermine si une guerre est gagnée ou non. En pratique, cela nécessite un changement radical de leadership. Cela implique d'accepter qu'il y aura des moments où l'on sera incompris. Prendre des décisions difficiles fait partie du métier. Plaire à tout le monde est impossible. Et tenter d'y parvenir est un poison pour le leadership. Sun Tzu nous apprend à choisir nos batailles. Machiavel nous apprend à les gagner quand il n'y a pas d'autre alternative. Prenons un cas concret.
Un dirigeant qui doit réduire ses effectifs de 30% pour sauver son entreprise. Il sait qu'il sera critiqué. Il sait qu'il perdra une partie de l'admiration du groupe. Mais il sait aussi que s'il n'agit pas, tout le monde perdra son emploi en quelques mois. Ce dirigeant, en agissant avec détermination, assume le poids de l'impopularité pour assurer la survie collective. C'est machiavélique au meilleur sens du terme. Et c'est aussi l'application concrète de l'art de la guerre, car la guerre est souvent menée contre un effondrement interne. Et ce n'est pas tout. La peur, bien dosée, protège un leader. Quand on ne sait pas exactement de quoi on est capable, on y réfléchit à 2 fois avant de l'attaquer. Cet espace de doute est stratégique. C'est une zone de respect forcée, mais fonctionnelle. Machiavel dit « Il est nécessaire de paraître juste, mais d'être suffisamment craint pour ne pas être contesté. » Sun Tzu, plus subtilement, recommande « Soyez calme quand vous êtes nerveux. Préparez-vous à attaquer quand vous paraissez détendu. » Tous deux savent que la guerre est avant tout un théâtre de perception. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, qui aspirez à diriger dans tous les domaines, personnel, professionnel, social? Viendra un moment où plaire aux autres deviendra contre-productif, où votre désir d'acceptation devra être réduit au silence pour que votre mission perdure, où votre image aimante devra céder le pas à votre autorité. Car le leadership ne consiste pas à être apprécié, mais à être indispensable. Et celui qui est nécessaire peut même être craint, mais ne sera jamais rejeté. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du timing, car ni la peur, ni l'amour ne fonctionnent s'ils sont mal appliqués au mauvais moment. Et c'est Sun Tzu qui nous le rappelle. La rapidité est l'essence même de la guerre. Mais Machiavel nous montre quand agir vite est salvateur et quand c'est suicidaire. La rapidité, utilisée à bon escient, est le coup de grâce. La vitesse est l'essence de la guerre. Avec cette phrase, Sun Tzu rompt avec l'image traditionnelle du général, personnage patient, serein et calculateur, si acharné qu'il ne commet jamais d'erreur. Certes, il valorise la planification. Certes, il prône la connaissance de l'ennemi et du terrain. Mais, au moment d'agir, l'hésitation est de mise. Le général qui réfléchit trop pendant que l'ennemi avance a déjà perdu. La victoire, bien souvent, n'est pas au plus fort, mais au plus rapide. Machiavel, avec son regard sévère sur la réalité, l'avait également compris, mais il l'appelait autrement, la fortune, cette force imprévisible qui ouvre des brèches et ferme des portes en quelques secondes. Il savait que la fortune sourit aux audacieux, mais seulement à ceux qui sont prêts à agir lorsqu'elle se révèle. La différence entre le commandant victorieux et celui qui est oublié ne réside pas seulement dans la stratégie. C'est le courage d'avancer au bon moment. Et qu'est-ce qui définit ce moment ? Ce n'est pas toujours le scénario idéal. Le plus souvent, c'est un moment instable, déroutant, imparfait, mais décisif. Alors que de nombreux dirigeants attendent le moment parfait, les vrais leaders prennent les devants quand personne ne s'y attend. Car ils savent que le temps est une ressource plus rare que l'argent, le soutien et la force brute. Le temps perdu ne revient jamais. Imaginez un duel entre 2 commandants. L'un dispose de plus de troupes, de plus de ressources, de plus d'informations. Mais il hésite, il attend, il planifie à l'excès. L'autre a moins de ressources, mais entrevoit une ouverture. Il agit, il surprend, et il gagne. Sun Tzu appellerait cela « utiliser la vitesse pour déstabiliser l'ennemi ». Machiavel dirait « utiliser la vertu pour dominer la fortune ». Et au final, ce qui compte, c'est que la victoire soit revenue à celui qui a agi, et non à celui qui a calculé. Dans le monde moderne, cette leçon s'applique au quotidien. Pensez à une opportunité professionnelle, une invitation informelle, une offre d'emploi qui apparaît et disparaît en quelques heures, un nouveau marché, un changement d'algorithme, une rupture dans le discours dominant. Ceux qui attendent la sécurité sont perdants. Ceux qui agissent en fonction de leur perception et de leur impulsion stratégique gagnent un avantage. Mais attention, il ne s'agit pas d'agir par impulsion aveugle. Sun Tzu et Machiavel soutiennent tous deux qu'agir vite ne fonctionne que si l'on est préparé. C'est comme un boxeur qui s'entraîne pendant des années pour réagir au 10e de seconde près. La vitesse gagnante n'est pas la précipitation, mais la préparation. C'est la capacité à transformer une décision difficile en action concrète avant la fin du moment. Et c'est pourquoi tant de dirigeants échouent. Parce qu'ils ont été formés à contrôler, à attendre l'approbation, à demander plus d'informations,
à s'assurer que tout est sous contrôle. Mais le jeu du pouvoir ne récompense pas ceux qui contrôlent tout, mais ceux qui agissent courageusement au milieu du chaos. Le leadership, en fin de compte, est une course contre la montre, et ceux qui ne le comprennent pas sont en retard. Machiavel l'avait bien vu. Dans ses lettres, il parlait du prince qui doit être attentif aux marées. Lorsqu'elles montent, elles emportent tout. Lorsqu'elles se retirent, elles laissent le champ libre à ceux qui savent agir. Il disait « La chance est une femme, et celui qui veut la dominer doit oser. L'expression peut paraître dure, et elle l'est. Mais le message est clair. Attendre trop longtemps, c'est céder le trône. Le pouvoir est souvent un siège vacant de quelques minutes. Celui qui l'occupe règne. Celui qui hésite observe. Sun Tzu en parle aussi, mais de manière plus tactique. Il a dit « Celui qui arrive le premier sur le champ de bataille et attend l'ennemi est le mieux préparé. » Mais qu'en est-il lorsqu'on arrive en deuxième position, quand tout a déjà commencé? C'est alors que Machiavel dit « Ne vous plaignez pas, improvisez. La victoire n'appartient pas aux mieux placés, mais à ceux qui s'adaptent le mieux. Maintenant, pensez à vous-même. Combien de fois avez-vous su ce qu'il fallait faire? Mais avez-vous attendu trop longtemps? Vous avez attendu du soutien. Vous avez attendu le moment idéal. Vous avez attendu que quelqu'un vous dise « Allez-y ». Et puis, vous avez vu quelqu'un de moins préparé, moins intelligent, mais plus rapide, arriver le premier et prendre la place. Le crédit, la place. L'histoire est pleine de génies qui ont hésité et d'audacieux qui ont triomphé. Car au fond, le temps n'est pas neutre. C'est un agent de guerre actif. Il peut être votre allié si vous savez l'utiliser, ou votre bourreau si vous ignorez ses signaux. Sun Tzu nous apprend à anticiper l'action. Machiavel nous apprend à l'exécuter avec détermination, même en cas de risque. Ensemble, ils révèlent ce que peu de dirigeants comprennent. Ce n'est pas l'idée qui l'emporte, mais son exécution au bon moment. Et souvent, ce bon moment est inconfortable. Il se situe avant l'approbation générale. Il se situe avant la certitude absolue. C'est lorsque tout semble encore instable. Mais en agissant à ce moment-là, on obtient ce que tout le monde attend encore. Ce qui définit un grand leader, ce n'est donc pas sa capacité à attendre le meilleur moment, mais à transformer un moment imparfait en le meilleur moment possible. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du silence, car la vitesse ne réside pas toujours dans le mouvement visible. Parfois, ce qui change la donne, c'est l'absence de mots. Le général qui observe, le prince qui garde le silence, le leader qui domine par omission stratégique. Sun Tzu suggère, Machiavel confirme, et le silence peut être le son de la victoire. Dans un monde où tout le monde crie, le silence est une arme. Et pas n'importe laquelle, mais l'une des plus sophistiquées. Alors que de nombreux dirigeants pensent que diriger consiste à parler, expliquer et convaincre, Sun Tzu nous invite à faire exactement le contraire. Observer, écouter et surveiller. Pour lui, un général qui parle trop expose sa stratégie. Ce que l'on révèle sans cesse devient prévisible. Et la prévisibilité sur le champ de bataille est le chemin le plus rapide vers la défaite. Dans l'art de la guerre, des passages entiers sont consacrés à l'art de dissimuler ses intentions. Sun Tzu répète « Quand on en est capable, fin l'impuissance. Quand on est prêt à attaquer, fin l'inertie. » Le silence, ici, n'est pas une absence d'action. C'est un déguisement. C'est une stratégie de confinement. C'est laisser l'ennemi se dévoiler tout en restant intouchable. C'est tirer un avantage en taisant ses pensées. Et c'est précisément là qu'intervient Machiavel, non seulement pour renforcer, mais pour amplifier ce principe. Pour Machiavel, le silence n'est pas seulement une tactique, c'est un état d'intelligence. Il savait que moins on parle, plus on conserve de pouvoir. Moins on connaît nos intentions, moins on peut les contrer. À une époque d'intrigues politiques, de complots et de trahisons de palais, le silence n'était pas un choix esthétique, mais un bouclier. Et il en va de même aujourd'hui. À une époque d'opinions excessives, où tout devient bruit, ceux qui maîtrisent le silence dominent l'espace. Avez-vous déjà été dans une pièce où une personne puissante restait silencieuse, où chacun parlait, s'expliquait, s'efforçait de bien paraître, et où cette personne, qui ouvrait à peine la bouche, semblait dominer la salle? Ce n'est pas de la magie, c'est du contrôle, c'est de la maîtrise émotionnelle.
C'est une lecture stratégique. Le silence, dans ce contexte, n'est pas du vide. C'est une présence démultipliée. Et ici, il nous faut faire une distinction importante. Le silence n'est pas de la passivité. Le silence stratégique est une action invisible. C'est écouter quand tout le monde parle. C'est observer ce que les autres ne voient pas. C'est permettre aux autres de révéler plus qu'ils ne le devraient. Sun Tzu disait que la guerre est l'art de la tromperie. Et Machiavel d'ajouter « Et le silence est le meilleur moyen de tromper sans mentir ». Dans un conflit, ceux qui parlent trop se trahissent. Ils expliquent trop. Ils se justifient. Ils perdent le contrôle du récit. Et ceux qui écoutent intelligemment prennent le contrôle du jeu. Le silence ne convainc personne. Il crée simplement des tensions. Et les tensions, bien gérées, forcent les autres à bouger, tandis que vous restez immobile. Et pourquoi est-ce si puissant ? Car dans le monde réel, la plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils l'interprètent comme un jugement, un rejet, une supériorité. Et pour se protéger de l'inconfort, ils parlent trop. Ils en disent trop. Ils tentent de compenser le vide laissé par le silence. C'est à ce moment-là que le leader préparé récolte ce dont il a besoin. Information, avantage et domination. Machiavel le savait. Il voyait le silence comme un bouclier. Quand le prince ne réagit pas immédiatement, ses adversaires sont désorientés. Ils s'attendent à une attaque. Ils s'attendent à une défense. Ne recevant rien, ils s'effondrent d'impatience. Et souvent, ils se trahissent. C'est le silence qui force le traître à se dévoiler, le rival à se précipiter, le faux allié à se révéler. Sun Tzu considérait également le silence comme une construction de l'autorité. Lorsqu'il parle du général idéal, il ne décrit pas quelqu'un de bavard. Il parle de quelqu'un qui connaît si bien son environnement qu'il n'a pas besoin de verbaliser constamment. La véritable autorité ne réside pas dans la voix, mais dans la posture. Elle réside dans le calme, dans le regard qui observe sans réagir, dans le commandement qui s'impose sans avoir besoin de s'annoncer. Et voici le piège. De nombreux dirigeants modernes croient qu'ils doivent constamment prendre position, qu'ils doivent avoir une opinion sur tout, qu'ils doivent s'expliquer face à chaque critique, répondre à chaque attaque, clarifier chaque malentendu. Mais c'est un jeu dangereux, car plus on s'explique, plus on transfère de pouvoir. Expliquer sans cesse engendre un leadership vulnérable, un leadership qui semble toujours chercher à reconquérir son autorité, sans jamais la consolider. Le silence, en revanche, engendre l'inverse, le mystère. Et le mystère est magnétique. Les gens spéculent, ils cherchent à comprendre, ils projettent leurs intentions, et ce faisant, ils cessent d'attaquer, car l'inconnu force le respect. Machiavel a dit « Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leurs raisons. » Et dans le silence, les yeux s'agitent. Le leader qui reste silencieux devient imprévisible. Et l'imprévisible est dangereux. C'est pourquoi il est respecté. Mais attention, le silence ne peut servir d'échappatoire. Il n'est puissant que s'il est accompagné d'une présence. Lorsqu'il émane de quelqu'un qui maîtrise son moi intérieur, qui n'a pas besoin de validation immédiate, qui est conscient de sa position et choisit donc de ne pas parler. Sun Tzu recommandait de ne pas divulguer d'informations. Machiavel enseignait comment construire une image. Le silence sert les deux. Vous voulez un exemple de cela dans le monde moderne ? Ces PDG qui, en pleine crise, ne se précipitent pas pour faire des déclarations désespérées, mais attendent. Ils étudient, ils évaluent. Et lorsqu'ils parlent, ils le font avec précision. Ces dirigeants politiques qui, au lieu de répondre aux critiques dans le feu de l'action, gardent le silence et regardent leurs adversaires se contredire publiquement. Le silence stratégique, dans ce cas, est plus éloquent que n'importe quel discours. Et la plus grande leçon de ce chapitre est peut-être la suivante. Ne sous-estimez pas le pouvoir du non-dit, car, souvent, c'est dans le silence que se prennent les décisions les plus fortes. C'est dans le silence que l'ennemi capitule. C'est dans le silence que s'établit le pouvoir. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'après-victoire, car conquérir est un art, mais conserver le pouvoir est une autre guerre. Et c'est dans cette période d'après-bataille que de nombreux dirigeants échouent. Sun Tzu enseigne comment gagner. Machiavel révèle comment persévérer. La plupart des gens croient que le summum du leadership réside dans la conquête, la position atteinte, le projet achevé, l'ennemi vaincu, le trône occupé. Mais ce que peu de gens réalisent, et que presque personne n'a le courage de dire, c'est que la victoire
n'est pas une fin en soi. En réalité, c'est le début du plus dur, préserver ce qui a été conquis. Et c'est ici que Sun Tzu et Machiavel prennent leur distance. Le premier fait ses adieux après la victoire, le second reste et observe ce qui arrive lorsque le commandant vainqueur n'est pas prêt à gouverner la paix. Sun Tzu enseigne comment gagner grâce à l'intelligence, à l'anticipation, à la discipline et à la maîtrise du terrain. Il montre comment déjouer l'ennemi, préserver les ressources, rendre le conflit aussi court et efficace que possible. Mais il dit très peu de choses sur la suite des événements, sur l'utilisation du pouvoir, sur la gestion de la loyauté des alliés, comment éviter le ressentiment des vaincus, comment reconfigurer l'ordre dans un territoire qui sort tout juste du chaos. Et c'est précisément là qu'intervient Machiavel, avec une froideur quasi chirurgicale, pour dire « gouverner est plus difficile que gagner ». Il savait que le leader victorieux devenait, immédiatement après la victoire, la nouvelle cible. Ceux qui l'avaient aidé à s'élever commencèrent à se venger. Les ennemis survivants commencèrent à conspirer. La population, qui réclamait auparavant le changement, exigeait désormais des résultats immédiats. La conquête créait des attentes. Ces attentes exigeaient la stabilité. Et la stabilité exigeait un leadership qui allait bien au-delà de la stratégie de guerre. Elle exigeait maîtrise émotionnelle, contrôle symbolique et gestion narrative. Pour Machiavel, le maintien du pouvoir est un jeu d'équilibre instable. C'est comme marcher sur une corde raide où tout excès de gentillesse, de rigidité, de confiance peut être fatal. Il dit « gardez vos amis proches, surveillez les ennemis vaincus ». Et il ajoute « le meilleur moyen de consolider un nouveau régime est de supprimer complètement les anciens pouvoirs. Autrement dit, ne laissez pas germer la révolte. Soyez prompt à punir, précis à récompenser et impitoyable dans la consolidation du nouvel ordre. » Sun Tzu préférait gagner sans combattre. Machiavel préférait gagner et s'assurer ensuite que personne ne puisse riposter. Et cela nous amène à l'un des plus grands pièges du leadership post-victoire, la surexposition. Lorsqu'un dirigeant gagne, il a tendance à se relâcher. Il baisse la garde. Il veut récolter les fruits de ses efforts. Mais c'est précisément là que les rivaux survivants se regroupent, car ils savent que pendant que le vainqueur célèbre, il prépare la prochaine guerre. Que faire alors ? Machiavel recommande 3 choses. 1. Prenez immédiatement le contrôle du récit. Les gens doivent comprendre pourquoi vous avez gagné et pourquoi votre victoire était légitime. 2. Récompensez judicieusement. Ceux qui vous ont aidé doivent se sentir utiles, mais pas au point de croire qu'ils peuvent vous remplacer. 3. Éliminez toute ambiguïté. Ne laissez aucun doute sur qui est aux commandes. La clarté du commandement est l'antidote au ressentiment. Sun Tzu, même sans se concentrer sur l'après-guerre, offre des éclairages précieux. Il évoque l'importance de maintenir le moral des troupes, de consolider la confiance, de préserver les ressources. Tout cela est essentiel pour préserver les acquis. Mais il part du principe qu'après la victoire, le général prend sa retraite. Or, dans le monde moderne, cela n'existe pas. Le chef ne prend pas sa retraite. Il demeure. Et il doit savoir gouverner après la confrontation. Imaginons une situation concrète. Un manager prend la tête d'une équipe après avoir gagné un conflit interne, que ce soit par le mérite, une nomination ou une réorganisation. Les premiers jours, l'euphorie règne. L'équipe observe, certains applaudissent, d'autres restent silencieux. Mais en quelques semaines, les premiers bruits se font entendre. Décisions remises en question, comparaison avec le manager précédent, micro-sabotage. Le leader qui pensait la bataille terminée réalise que la véritable bataille a commencé. Et c'est là qu'interviennent les enseignements machiavéliques. Ce nouveau leader doit faire preuve de force et d'équilibre. Il doit corriger rapidement les erreurs. Il doit éliminer les résistances sans hésitation. Mais il doit aussi faire preuve de justice. Il doit créer une nouvelle logique de pouvoir, une culture, dont il est le centre légitime. Et cela ne se construit pas par le charisme. Cela se construit par des décisions, par des symboles, par des positions claires. Car la victoire crée des vides de pouvoir secondaires. Dès qu'un nouveau dirigeant prend ses fonctions, d'autres attendent de prendre le pouvoir dans l'ombre. Si le dirigeant n'agit pas, ses aspirants prospèrent. S'il agit mal, il devient un dictateur. S'il agit avec une froideur calculée, comme le suggère Machiavel,
il consolide sa position. Cela requiert un type de renseignement qui va au-delà du renseignement stratégique. Il s'agit d'un renseignement de maintenance. Le dirigeant doit anticiper les crises futures, neutraliser les forces avant qu'elles ne deviennent des menaces, renouveler les alliances, cultiver l'admiration du public et surtout, éviter l'arrogance de la victoire. Machiavel a dit « Les hommes pardonnent plus facilement la mort d'un père que la perte du pouvoir ». Autrement dit, ceux qui perdent le pouvoir n'oublient jamais. Et s'ils le peuvent, ils tenteront de le reconquérir. Par conséquent, le dirigeant victorieux qui souhaite conserver le pouvoir doit agir comme si la guerre n'avait jamais pris fin. Il doit se réveiller chaque jour avec la conscience que conserver le pouvoir est un jeu subtil, épuisant et vital. Sun Tzu propose des armes. Machiavel enseigne comment les nettoyer, les cacher et les garder prêtes, même en temps de paix. Dans le prochain et dernier chapitre, nous croiserons les chemins des deux maîtres pour la dernière fois. Et nous vous poserons la question la plus importante. Voulez-vous être le général ou le prince? Maintenant que vous avez compris le jeu, il ne vous reste plus qu'à décider quel genre de leader vous souhaitez être. Vous avez arpenté le champ de bataille. Vous avez pénétré les tranchées de Sun Tzu. Vous vous êtes plongé dans les couloirs silencieux de Machiavel. Vous avez lu entre les lignes des maximes orientales et écouté les murmures du conseiller de la Renaissance. Vous avez compris que gagner sans combattre exige plus que de bonnes intentions. Cela exige une interprétation de la scène, une maîtrise émotionnelle et une présence stratégique. Vous avez compris que toutes les vertus ne survivent pas au trône, que la force bien utilisée n'est pas de la tyrannie, mais une structure, et que le silence, la rapidité, la tromperie et le contrôle ne sont pas seulement des outils de guerre, ils sont les exigences d'un véritable leadership. Maintenant, face à ce tableau, un choix doit être fait. Serez-vous le général ou le prince? Le général, selon Sun Tzu, est un maître de la discipline, de la planification, de l'harmonie avec le terrain et de la victoire élégante. Il dirige avec sagesse, sérénité et maîtrise de soi. Il préfère la stratégie à la force. Il se connaît et connaît l'ennemi. Il gagne en minimisant les dégâts. Mais, en même temps, il dépend souvent d'un système efficace, d'une hiérarchie qui l'écoute, d'une troupe loyale, de conditions extérieures qui ne sont pas toujours réunies. Le prince de Machiavel est d'un autre genre. Il doit aussi être stratège, certes, mais il ne dépend pas de la loyauté. Il la construit. Il n'attend pas l'harmonie. Il gouverne le chaos. Il ne vit pas dans l'ombre des ordres d'autrui. Il est l'ordre. Le prince connaît la beauté de la vertu, mais il n'y est pas lié. S'il est possible de gouverner avec bienveillance, il le fera. Mais si la réalité exige une cruauté temporaire, il n'hésitera pas, car il le sait. Conserver le pouvoir signifie aussi protéger ceux qui sont gouvernés. Et ce n'est pas de la théorie, c'est un choix pratique. C'est la façon dont on se positionne dans son travail, ses projets, ses relations. Il y a des moments où être le général fonctionne. On observe, on construit, on montre l'exemple, on conquiert l'espace avec une compétence tranquille. Mais il y a des moments où cela ne suffit pas, quand il faut s'imposer fermement, quand attendre la reconnaissance revient à s'apitoyer sur son propre manque de pertinence. À ce stade, beaucoup de gens se retrouvent bloqués, car on nous a appris à admirer l'idéal et non la réalité, à valoriser le héros pur, le guerrier juste, le leader aimé. Mais l'histoire, la politique et la réalité nous montrent que ceux qui résistent sont ceux qui savent jouer les deux jeux, le visible et l'invisible, le jeu de l'inspiration et celui de la survie. Alors, qui es-tu? Êtes-vous le général qui analyse le terrain avec discernement, mais hésite face à une action brutale? Ou le prince qui prend des décisions impopulaires, mais préserve la stabilité de l'édifice? Êtes-vous celui qui attend d'être choisi? Ou celui qui crée sa propre place à table? Êtes-vous celui qui conquiert le territoire? Ou celui qui le gouverne une fois la bataille terminée? Et peut-être la vérité la plus dérangeante. Les plus grands dirigeants sont ceux qui apprennent à être les deux. Ceux qui étudient Sun Tzu pour comprendre comment gagner, mais écoutent Machiavel pour comprendre comment endurer. Ceux qui sont des stratèges avec une âme et des politiciens avec du cran.
Ceux qui savent quand se taire, quand céder, quand attaquer. Ceux qui n'idéalisent pas le monde, mais le façonnent en fonction de la réalité qu'ils ont entre les mains. Si vous recherchez les applaudissements constants, la paix absolue, l'unanimité, le véritable leadership n'est peut-être pas fait pour vous, car il exige des moments de doute, d'isolement et des décisions difficiles. Mais si vous cherchez à construire quelque chose de durable, à influencer avec constance, à commander clairement et à résister aux fluctuations de l'opinion, alors vous êtes peut-être prêt à abandonner le fantasme du leader parfait et à entrer dans l'univers du leader nécessaire. Vous pouvez continuer à lire les citations de Sun Tzu et espérer que le monde évolue comme le promettent les livres. Ou vous pouvez commencer à vivre selon les principes qu'il a proposés, avec le courage que Machiavel exigerait de vous. En fin de compte, le pouvoir n'est pas accordé, il est présumé. Et le leadership, quel que soit le contexte, implique d'être prêt à en payer le prix, non pas une fois, mais chaque jour. Les plans généraux, le prince décide, le stratège observe, le leader, l'âge. Maintenant que vous connaissez les deux côtés du jeu, il ne reste qu'une seule question. Qui serez-vous quand votre tour viendra ?